Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 91. Alors, où est-ce que nous en sommes le 11 février 2022? J'en reparle encore une nouvelle fois. On arrive à une inflation qu'on n'a pas vue depuis le début des années 80. On a dépassé les 7% d'inflation annuelle. Que va faire la Fed? La Fed, d'après Goldman Sachs, va augmenter 7 fois les taux d'intérêt à partir de mars. Est-ce qu'il y a un impact sur les marchés? Oui, il y a un impact sur le moral des investisseurs, c'est certain. Également sur un conflit possible entre la Russie et l'Ukraine. Deux choses à savoir, c'est que déjà premièrement le néon qui est utilisé par l'industrie donc des semi-conducteurs aux États-Unis, 90% vient d'Ukraine. Le palladium également extrêmement utilisé par l'industrie américaine, 35% vient de Russie. Vous voyez comme quoi le programme va être chargé. Le SPX, début février, le 2 exactement, est venu tester la moyenne mobile ici en noir, la moyenne mobile 50 jours. Rejet des prix, le 4, on revient tester la moyenne mobile 200 jours. Vendredi, le 11, on clôture sur un niveau plus bas que la moyenne mobile 200 jours. Est-ce que la semaine prochaine, on va revenir tester la zone des 4300, j'arrondis, et 4300 pour le SPX? Peut-être, peut-être, peut-être. De plus, si on regarde d'un point de vue graphique, on pourrait dire comme quoi on a la formation d'une épaule, tête ici, et peut-être une formation de la deuxième épaule. Le VIX, on a clôturé ici, donc le vendredi, le 11, en dessous des 28,79, qui est un niveau pour moi, un niveau donc on a cassé plusieurs fois et donc niveau de forte volatilité. On a tendance ici quand même à avoir une moyenne mobile 50 jours qui devient haussière. C'est la comparaison de la volatilité par rapport à la volatilité. Et là, on est toujours sous la moyenne mobile 50 jours. Et on a clôturé vendredi sous la 10 jours, mon fil conducteur. Donc, 10 jours de la comparaison. La tendance sur du moyen terme, entre, ici, c'est la comparaison de la volatilité 3 mois par rapport à la volatilité 6 mois. Je vous ai toujours dit comme quoi les deux peuvent évoluer, donc la volatilité moyen terme est toujours, donc 6 mois, est toujours plus importante que la volatilité, c'est-à-dire la peur de l'instant présent, c'est-à-dire 3 mois, 1 mois. Par contre, si on a la peur, donc la volatilité court terme, qui prend le pas en termes d'excursion par rapport à 6 mois, eh ben, je dirais comme quoi il faut faire attention. Les taux d'intérêt, donc ici on est en weekly, donc les taux d'intérêt depuis donc avril 2020, c'est bien repris. Et là, vous voyez, donc cette semaine, donc là, c'est une bougie hebdomadaire, on a clôturé au-dessus du haut du canal baissier, qui date d'un paquet de mois et d'années, on l'a déjà vu, et on est au-dessus donc de la moyenne mobile ici, qui est encore baissière, donc 200 semaines. Le put-call ratio, réveil du put par rapport au call. Donc, c'est une orientation donc de protection de portefeuille. On a clôturé le 11 à plus de 0,6. On avait fait un plus bas ici le 9 février et réveil. La moyenne mobile ici 50 a une tendance haussière et la 200 devient également haussière. Si on regarde la distribution du nombre de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours, belle réaction. On avait ici, donc le 27 janvier, que 28,35% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50. On a repris du plus haut, donc ici 47,54% des sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50, et on est revenu tester ici les 52,30, donc au-dessus des 50%. Mais rejet de nouveau, et on a clôturé le 11 à 39,80, j'arrondis, de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50. Les marchés US à travers la capitalisation. Sur un mois, ils sont tous négatifs.
sur un mois. Donc avec des forts retracements, bien entendu, avec les mégas, avec les nanos, avec les micros. Vous avez ici la correspondance sur la capitalisation. Par contre, sur un an, vous voyez comme quoi, sur un an, il n'y a que les larges et les mégas qui sont positifs. Les 4 indices sur 6 mois. Vendredi, donc le 11, on clôture avec 3 indices négatifs et ici le SP500 qui est donc à 0 sur 6 mois. Concernant donc le Nasdaq 100 à travers l'ETF QQ, on va revenir certainement dans la zone des 340 ici dollars pour QQ, qui est l'ETF, après un rejet donc du test de la moyenne mobile 200 jours, ici donc le 9 février. Le Russell 2000, on en a parlé pendant de nombreuses semaines. On était dans un rectangle donc de congestion. On l'a cassé. On a retesté donc le bas de ce donc rectangle de congestion le 10 février, rejet. Et là, on vient tester la moyenne mobile 10 jours. Mais on a cassé ce rectangle de congestion. Concernant donc l'indice Nice Fang, sous la moyenne mobile 200. La 50 est en train de casser à la baisse la 200. La roue sectorielle, donc, on revient donc sur les secteurs qui composent cette roue sectorielle. Ici, vous avez la ligne du 0. On est en 6 mois. Toujours très dynamique, l'énergie. Là, vous voyez comme quoi il y a un sacré écart entre l'énergie XLE et les autres secteurs. Le deuxième secteur ici, vous voyez, c'est les staples, légèrement positifs. On a encore positif les financières. La troisième ici, c'est XLK. L'énergie, premier secteur sur 6 mois. On est en bougie hebdomadaire. On est au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines. La 50 semaines est prête à croiser à la hausse la 200 semaines. On a un target ici aux alentours des 80 $ pour donc le secteur XLE, l'énergie. Pendant un bon paquet de temps, on était dans une zone de congestion ici. On va se mettre en délit, on verra un petit peu mieux. Voilà, on était dans cette zone de congestion, ça a duré un bon paquet de temps. Et là, on avait eu une belle progression. La progression continue. Est-ce qu'on est dans des zones de surachat? Je ne sais pas. On a un target quand même aux alentours des 80. Si maintenant je regarde donc les secteurs donnés par Stock Charts, donc il y en a un supplémentaire par rapport à ma roue sectorielle et on compare par rapport au SP500. On retrouve bien entendu en belle progression par rapport au SP500 l'énergie. On est pratiquement à 45% de mieux que par rapport au SP500. Également les staples, les couches culottes, comme je dis. On a les financières, pas grand-chose, mais on est quand même à pratiquement plus 5% de mieux que par rapport au SP500. Et tous les autres, vous voyez, on végète, on est à 0, etc. Et puis, concernant les services de télécommunication, on est à plus de moins 15%. Les sous-secteurs sur 3 mois, donc les plus négatifs. On retrouve toujours le solar, les jeux électroniques et multimédia, vous voyez, avec sur 3 mois le résultat. C'est les plus mauvais, je vous rappelle qu'on a 144 sous-secteurs au total. Et puis également le gambling, j'en parle. Et vous voyez comme quoi, sur une semaine, il a bien progressé. Il y avait des coups à faire donc sur certains stocks donc en gambling. On a l'uranium aussi qui a bien réagi sur une semaine.
Parce que quand vous avez quelque chose qui baisse fortement, alors il peut continuer à baisser, mais ça peut être un beau coup à jouer sur du court terme, moyen terme, parce qu'il y a toujours une reprise, comme l'uranium, c'est aussi un sous-secteur à suivre. Si on maintenant sur un mois, ceux qui sont positifs, ben, on a toujours ce qui est en relation avec l'énergie. C'est l'énergie. On a ici une matériau de base avec l'aluminium. Et puis, ça c'est vraiment à suivre, c'est le marine shipping. Marine shipping, il y a, on va dire, donc une saisonnalité. Une saisonnalité où il y a des mois où il faut rentrer sur le marine shipping. Et le marine shipping, généralement, c'est à partir, je dirais, à partir du mois de mars jusqu'à, je dirais, au mois de juillet. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité sur 20 ans. Donc, des belles choses à faire. Sur 3 mois, les plus positifs, eh ben, on retrouve toujours ce qui est en rapport avec l'énergie. Ici, le charbon, l'aluminium, tout ce qui est également intégration ou exploration et production de gaz et de pétrole, etc., etc. Ça, on l'a déjà vu. Et marine shipping, qui est le 11e, donc sur 3 mois. Alors, des choses aussi, hein, vous voyez comme quoi, sur la performance sur une semaine, il y en a quelques-uns qui ont bien réagi. Et toujours, vous voyez, en relation avec l'énergie. Ça, effectivement, il n'y a pas photo là-dessus. Alors, quoi faire? Alors, est-ce qu'il faut aller sur le Forex? Est-ce qu'il faut aller sur un secteur? Je vais en parler de deux, ok? Et puis, est-ce que l'or et l'argent, etc., etc. Parce qu'il faut également tenir compte de la saisonnalité. Le dollar index, qui est une comparaison du dollar par rapport aux monnaies principales, l'euro, le yen, etc. La tendance depuis janvier 2020 est haussière. Ici, on a retesté les mêmes niveaux au mois de mai, donc 2021. Et on est venu casser la 50 semaines et ici la 200 semaines et on revient tester ici la 200 semaines. La tendance est haussière pour l'instant. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Mais si effectivement on a un phénomène d'inflation, de remontée des taux d'intérêt, très souvent une monnaie prend le pas sur le dollar. Et cette monnaie, c'est le Japanese yen, le yen japonais. Ici, vous avez en orange les taux d'intérêt sur 10 ans, avec le pourcentage ici. Les courbes en bougie, c'est le dollar par rapport au yen. Et on voit très souvent que on peut avoir un taux d'intérêt qui commence à monter, ici à monter, et le dollar faiblit par rapport au yen. Est-ce que ça va se répéter actuellement? Vous voyez, on a parfois ici une montée, et puis là, le cours ne change pas, donc c'est pour ça que je vous dis comme quoi il y a des fois, c'est pas tout le temps, mais c'est à vérifier parce que les monnaies sont un peu, si vous voulez, tripatouillées, elles sont un peu manipulées, etc. Mais là, on a les taux qui ont tendance à monter. Ici, le dollar est privilégié par rapport au yen, mais on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, vous voyez, des phénomènes comme ça où les taux d'intérêt montent, et puis à un moment donné, paf, on voit comme quoi on a un relâchement du dollar par rapport au yen. Alors dans ces moments-là, ça peut être intéressant de convertir son compte, pour ceux qui peuvent, hein, bien sûr, de convertir leur compte en yen. L'énergie, je reviens encore sur l'énergie. L'énergie, la saisonnalité de l'énergie, elle est très simple. Elle démarre donc aux alentours du 21 janvier et jusqu'au 9 mai. C'est-à-dire que sur 20 ans, généralement, l'énergie monte, donc un potentiel, une probabilité de monter entre le 21 janvier et le 9 mai.
Donc, il y a peut-être des choses à faire sur l'énergie. L'or. Alors, effectivement, l'or, hein, j'en ai parlé il y a 15 jours. Est-ce que c'est mon ami, pas mon ami? Donc, il faut toujours regarder, hein, puisque là, on a la formation d'une tasse, et je pense que là, c'est la anse qui est en train de se préparer. Pour l'instant, on est toujours en weekly ici. Je me mets en daily. On vient tester ici le haut, donc il y a un rapport 10 hein, avec le prix de l'once. Donc on se rapproche des 1800, 1740 plus exactement. Mais pour l'instant, on l'a pas cassé. Donc on a la formation ici de la anse. Donc à suivre. Mais par contre, chose intéressante, c'est que quand est-ce qu'on s'intéresse, on va dire, donc à l'or. On s'intéresse à l'or, généralement, c'est de juillet à octobre. Alors, peut-être cette année, ça va être différent. Tout dépend des taux d'intérêt, de l'inflation, etc. et du comportement du dollar par rapport, entre autres, au yen. Mais généralement, l'intérêt des marchés, c'est entre juillet et octobre pour l'or. Le silver, alors tout le monde en parle du silver, effectivement, parce qu'il y a eu une belle réaction ici en 2020. Vous voyez, au moment de la pandémie, etc. Bon. On est pour l'instant dans un beau rectangle de congestion. Le silver, généralement, se trade, enfin la saisonnalité, là où il y a vraiment un intérêt, c'est de décembre à février, vers le 21 février. Hein. Tout ça, ce sont des études de la saisonnalité sur pratiquement 20 ans. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, on s'approche donc du 21, c'est bientôt. Et là, on est toujours en bougie, vous voyez, hebdomadaire. Donc, est-ce que je vais me pencher sur le silver? Alors, on peut effectivement être tenté par le fait, on va retester ici le bas du rectangle et est-ce qu'on risque d'avoir de nouveau une réaction? Le seul truc que je peux vous dire, c'est que depuis un temps certain, donc depuis juin 2021, les plus hauts sont quand même moins hauts. Et on est sous la moyenne mobile ici, 50 semaines. Marine Shipping. Donc il y a un indice qui est le Dow Jones US, donc Marine Transportation. Ok, donc ça c'est l'indice. Et pourquoi j'en parle? Parce que on a vu qu'à travers donc l'étude des sous-secteurs, on voit que sur 3 mois, Marine Shipping se débrouille quand même vraiment très bien. Et qu'on a besoin de ça. Et que pourquoi, si jamais il risque d'y avoir un conflit, par exemple, ça va augmenter le prix du transport. Bien entendu, le risque est plus important, donc le prix, il augmente. Donc, il y a peut-être son marché à faire. Et son marché, c'est très simple. Il suffit d'aller ici sur Finviz, d'utiliser le screener, de mettre industrie, Marine Shipping, et ici vous avez donc 31 sociétés qui correspondent donc à ce sous-secteur, à cette industrie. Et voilà, toujours on voit un peu les mêmes, CMR, RE, bon, avec ici la capitalisation, etc., etc. Alors pour ce qui concerne les options, je serais quand même relativement prudent parce que il faut avoir des options avec l'open interest relativement important et avec des volumes relativement importants aussi. Donc, c'est peut-être plus un marché à traiter avec les stocks.